Déjà, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Andrea et je serai votre modératrice pour la conférence intitulée Prédicateur ou avocat, qui est le meilleur orateur au XVIIe siècle. Cette conférence est organisée par l'association Histoire d'en parler, qui a été créée en 2017 et qui compte aujourd'hui une trentaine de bénévoles. Sa devise, l'histoire-géographie pour tous et par tous, démontre une volonté de vulgarisation de l'histoire-géographie, soit par le biais d'ateliers scolaires, soit par celui d'événements grand public. Cette conférence s'inscrit dans le cycle de conférences appelé Printemps de l'histoire-géographie, qui a pour but d'avoir des interventions sur divers thèmes et diverses périodes, mais toujours plus ou moins en lien avec l'histoire-géographie. Ce soir, on a l'honneur de recevoir Stefano Simiz, qui est un professeur d'histoire moderne à l'Université de Lorraine. Actuellement directeur du CRUL, il est spécialiste d'histoire religieuse et urbaine. Cette passion l'a emmené à étudier, puis à écrire des livres et articles sur la question de la prédication moderne et sur la parole publique, religieuse ou non. Donc ce soir, il va étudier le XVIIe siècle, qui apparaît aux contemporains comme le temps de nouveaux grands orateurs, en particulier dans les domaines religieux et judiciaires. Bien qu'ayant de nombreux points communs, on ne cesse de les comparer et on compare le prédicateur au plaideur, l'art de la chaire à celui du barreau, et notamment pour signaler les risques de contamination d'une éloquence sur l'autre. Cette conférence historique se penchera donc sur quelques aspects de la confrontation entre les deux grandes éloquences. Cette conférence se déroulera donc en deux temps. Monsieur Simiz fera sa conférence et à la fin, vous aurez la possibilité de poser des questions, soit en levant la main, et je vous donnerai la parole, soit en écrivant les questions directement dans le chat. Pour cela, je vous demande donc d'éteindre vos caméras, de garder vos micros fermés et surtout de réserver le chat aux problèmes techniques. Je vous laisse donc la parole, Monsieur Simiz, à vous. Très bien, merci beaucoup Andrea. Pour une fois, c'est vous qui m'interrogez, ça change un peu. Je pense que ne prenez pas trop de plaisir quand même, ni trop d'habitude à faire cela. Alors je vais commencer par vous saluer tous. Moi je ne vous vois pas, mais vous me voyez et surtout vous allez voir le petit support qui est ce PowerPoint qui permettra d'avoir un suivi, parce que sans quoi regarder quelqu'un et l'écouter pendant 45 minutes, c'est peut-être la durée approximative, ça peut être un peu pénible. Alors, je vais commencer, comme on fait traditionnellement, par des remerciements. Bravo et merci à Histoire d'en parler. Alors, bravo d'abord parce que je sais tout ce que vous faites depuis 2017. J'ai eu la chance, avec d'autres, d'être une sorte de parrain un petit peu de votre naissance. Et c'est la deuxième fois que vous m'invitez à faire quelque chose. Je sais que beaucoup des autres parrains sont intervenus pendant ce printemps. Et voilà, longue vie à Histoire d'en parler. Je vous souhaite vraiment un beau rayonnement, pas à travers simplement cette conférence de ce soir, mais à travers l'ensemble de votre œuvre. Et vous êtes très créatif. Et puis, merci parce que vous m'offrez un déconfinement, puisque malheureusement pour nous, l'université reste l'une des seules institutions qui ne soit pas ouverte. Alors que tout le monde ouvre, nous allons rester fermés jusqu'au mois de septembre. Et donc, l'occasion de pouvoir parler, c'est pour nous normalement la saison des colloques, est une occasion qui est très rare. Alors ce soir, vraiment, c'est une petite récréation et j'en suis bien content. Alors je vous propose un sujet un peu étonnant, j'expliquerai pourquoi juste après. Un prédicateur ou avocat, qui est le meilleur orateur au XVIIe siècle? Vous comprenez bien que j'apporterai pas de réponse. Il n'en existe pas, sauf subjective, selon le point de vue de l'un ou de l'autre. Alors ce thème proposé quand même permet de focaliser son attention sur deux des trois grandes figures qui participent en temps habituel à l'éloquence que l'on pourrait qualifier de publique. Je dis trois grandes figures parce qu'on devrait aujourd'hui rajouter le tribun politique, celui qui est à la tribune d'un hémicycle, dans des meetings ou autres. Vous connaissez tous l'importance de cette éloquence politique qui va naître notamment avec les grands banquets du XIXe siècle, les banquets notamment républicains. Mais pour la période du XVIIe siècle, il n'en fait pas encore partie. Ce qui fait que prédicateurs et avocats sont vraiment parmi les deux grandes figures, les deux grandes catégories d'orateurs qui sont très très prestigieux. Alors pourquoi poser cette question? Est-ce que c'est simplement une lubie de ma part, une envie de poser une question sans intérêt, tout simplement pour comparer à distance deux approches qui semblent similaires, mais pour lesquelles il y aurait des différences? Eh bien, si ça n'était que ça, ce ne serait pas très intéressant.
Non, beaucoup plus intéressant, c'est un vrai sujet de débat qui est fréquent au XVIIe siècle, vraiment très très fréquent. Vous verrez, l'une des éloquences est bien installée, l'autre aspire à pouvoir s'afficher d'une manière importante, et forcément la comparaison est une comparaison un petit peu permanente. Alors avant d'aller plus loin, j'aurais peut-être deux petites précisions à vous donner. La première pour limiter et excuser certaines de mes incompétences peut-être ce soir. Le premier domaine, Andrea vient de le dire, je parle avec mon expérience d'historien plutôt du fait religieux urbain sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire que j'ai plutôt étudié le prédicateur, la prédication et les paroles religieuses dans l'espace public. Donc, tout ce qui va être rapporté ici n'est pas totalement inconnu, ce monde des avocats. Il m'est arrivé de faire quelques petites publications là-dessus, mais je ne suis pas du tout historien du droit, je ne suis pas spécialiste non plus de l'histoire de la magistrature ou des avocats. Donc, s'il y a des erreurs, s'il y a des incohérences que vous pourriez relever, sait-on jamais, eh bien, elles sont simplement dues à mon incompétence et pas à des travaux qui auraient été mal faits. Pour le prédicateur, là, vous verrez, j'ai un peu plus de certitude. La deuxième petite chose, pour vous dire que ce domaine des oralités publiques, des prises de parole publiques, est un domaine en plein renouveau depuis une bonne vingtaine d'années, 20 à 25 ans à peu près. On a vraiment une historiographie, c'est-à-dire une écriture importante qui s'est améliorée au fur et à mesure. Et il manque ici, il y a une diapositive qui a disparu sur l'enregistrement. Et cette diapositive, à moins qu'elle soit mal placée, je m'en excuse par avance, cette diapositive avait pour but de vous montrer notamment des livres qui ont pu être des références dans le domaine. Je citerai qu'un seul personnage, en absence de cette diapositive. Il s'agit de Marc Fumaroli. Alors, Marc Fumaroli est un très vieux chercheur, un académicien français actuellement, et il a notamment été important dans cette historiographie en publiant au début des années 1980 L'âge de l'éloquence. Et avec L'âge de l'éloquence, il a également publié d'autres ouvrages qui sont venus par la suite. Je les cherche, mais ils ont définitivement disparu ici, et je m'en excuse. Voilà, donc il y a ici tout un domaine. Et lorsqu'il étudie l'éloquence, Fumaroli, pour le XVIIe siècle, dit bien sûr qu'il y a l'éloquence de la chair, mais il existe également d'autres éloquences. Alors je vais vous dire, pour terminer cette introduction, quelques petits mots sur ces deux éloquences, et ensuite on pourra plus facilement les comparer, on saura de quoi on parle. Alors le premier point, c'est le prédicateur chrétien. Je m'intéresserai beaucoup ici au prédicateur, surtout catholique, parce que c'est celui que j'ai le plus étudié, mais le prédicateur protestant est relativement proche. Alors, que dire de lui? Eh bien, un prédicateur chrétien, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé dans l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle aux fidèles, et il réalise ce devoir le plus souvent depuis un lieu qui est un lieu dédié, situé au cœur du sanctuaire notamment, et donc souvent à l'intérieur d'une église, si c'est le protestantisme, à l'intérieur d'un temple. Et cette charge n'est pas du tout une charge anodine qu'on pourrait dire, voilà, il y a un missionnaire au loin, un prédicateur auprès. C'est une charge vraiment importante. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'il est chargé d'enseigner à la manière du Christ. Il est chargé d'enseigner à la manière des premiers apôtres, les premiers disciples du Christ, sans lesquels le christianisme ne serait pas parvenu jusqu'au XVIIe siècle. Et ensuite une chaîne continuelle un petit peu de personnages. Et s'il le fait, on dit à ce moment-là qu'il le fait de manière apostolique. Vous verrez, ce terme a de l'importance parce qu'on le dira en faveur des avocats à un certain moment. Prêcher comme des apôtres. Pourquoi est-ce que c'est important aussi? Parce que la prédication a une valeur que l'on qualifie, le langage est un peu technique, de kérigmatique. Le kérigme, c'est l'annonce fondamentale dans le christianisme. C'est la mort et la résurrection du Christ, qui est le fondement même, le mystère le plus important dans le christianisme. Donc normalement, on ne devrait enseigner que cela, et tout le reste ne devrait être que des enseignements un petit peu au passage. Donc le cœur même de ce travail. Donc je vous disais, ce n'est pas une mission anodine. En temps ordinaire, cette prédication a lieu tous les dimanches, ce qu'on appelle une homélie, dans le cadre un petit peu de la messe. Et elle peut être confiée simplement au curé ou à un prêtre, un vicaire, qui l'assiste, qui le collabore avec lui. Mais il existe surtout des prises de parole extraordinaires. Ce sont celles-ci qui vont m'intéresser. Ce sont de grands cycles qui sont organisés et pour lesquels des gens vont se préparer. Les deux cycles principaux sont le cycle de l'Avent
hein, qui a lieu, vous le savez, ce sont les 4 dimanches qui précèdent la date de Noël, la fête de Noël. Donc c'est environ un mois, une prédication tous les jours. Et puis le second temps, le second cycle, c'est le cycle du carême. Celui-ci, ce sont les 40 jours qui précèdent l'autre grande fête chrétienne, qui est la fête de Pâques. Donc pour préparer les fidèles à ces moments-là, on organise vraiment des prédications suivies. Et on confie ces travaux, que l'on appelle des stations, donc on stationne, on les confie donc à des prédicateurs qui ont été souvent retenus une année à l'avance. Ils viennent souvent de loin parce qu'ils sont prestigieux. Et ces prédicateurs donc sont très suivis, extrêmement suivis. On a affaire ici à des vrais professionnels de la parole. Et c'est un système qui se développe depuis la fin du Moyen-Âge, donc qui est très très rodé au XVIIe siècle. Pour vous dire à quel point il est rodé, il existe même à Paris un guide des spectacles, presque un peu comme pour les salles de cinéma ou les théâtres aujourd'hui, et qui est publié et qui, des semaines à l'avance, va dire, voilà, il y a tel prédicateur qui se produit dans telle église, à telle heure et à telle date. Et les gens regardent et vont choisir et se rendre donc auprès de ces personnes-là. Ils vont choisir les meilleurs. Et la meilleure prédication que l'on puisse avoir, c'est une prédication qui est une prédication absolument importante, c'est celle près du roi, la prédication à la cour. C'est là qu'on peut se faire connaître, reconnaître, ensuite avoir une carrière incroyable. C'est là aussi, si l'on prêche bien et que l'on est remarqué par le roi, qu'on peut avoir une belle promotion, l'idéal étant de devenir un évêque. Un évêque, pour l'Église, c'est un peu comme un préfet pour la vie administrative par rapport au pouvoir central. Vous voyez que c'est une promotion extrêmement importante. Alors, à tort ou à raison, le XVIIe siècle est regardé comme étant, alors définitivement, les diapositives de l'introduction ont sauté, peu importe, mais le XVIIe siècle est regardé comme étant, à tort ou à raison, je le disais, le siècle comme un âge d'or, un petit peu de l'éloquence sacrée. Il ne me revient pas de dire si c'est vrai ou non, mais c'est vrai que c'est une période où l'on trouve de très très grandes figures. François de Sales, et plus encore Bossuet, qui fut quasiment un ministre également des affaires religieuses pour Louis XIV. Bossuet qui s'est fait connaître par un carême donné au Louvre. Pourquoi au Louvre? Parce que Versailles n'est pas encore construit, en 1662. Bossuet a dit vraiment beaucoup de choses, il a été remarqué. À côté de lui figure Bourdaloue, Louis Bourdaloue, un jésuite. On disait de lui qu'il était le prédicateur des rois et on inversait en disant qu'il était le roi des prédicateurs. Il était tellement couru, Bourdaloue, que l'on réservait ses places là où il prêchait, mais des heures à l'avance. On envoyait un domestique, comme sous l'Antiquité, lorsqu'il y avait un grand procès, par exemple, donné par Cicéron à Rome, on envoyait un esclave pour, depuis le lever du jour, réserver la place pour qu'un patricien ou un sénateur puisse venir à la dernière minute écouter donc Cicéron. Donc Bourdaloue est tellement suivi qu'on a même inventé un petit objet qui est un urinoir portatif qu'on appelle un bourdaloue, qui permettait notamment à ces dames, très discrètement, d'uriner, parce que si elles quittent leur place, elles risquent de l'avoir prise par une autre. Donc le bourdaloue est là, il existe également une tarte, mais il n'y a pas beaucoup de rapport. Donc ici, il y a vraiment des hommes importants. La prédication est dans une espèce de période de hautes eaux, tout se passe bien. Mais il existe également une seconde figure, c'est celle de l'orateur judiciaire. Essentiellement donc un avocat ou un avocat général, lequel peut jouer également le rôle du procureur et de l'accusation dans un procès. Alors, l'avocat ou l'orateur judiciaire ne parle pas forcément qu'à l'occasion d'un procès, même si la plaidoirie est l'essentiel de son intervention. Il parle également, selon une tradition que l'on appelle la tradition de style parlementaire, ou que l'on appelle l'éloquence d'apparat, il parle à certaines occasions. Les principales, ce sont les rentrées des cours souveraines, donc les rentrées des grandes institutions d'État, un peu partout. Vous savez que la Lorraine était indépendante sous l'Ancien Régime. Eh bien, sous Charles III, à l'extrême fin du XVIe siècle, il y a un personnage, un procureur général et avocat général qui s'appelle Nicolas Remy. Et Nicolas Remy va prendre position chaque année et organiser donc la harangue de rentrée. La première que l'on ait, qui a été bien étudiée par un de nos collègues, date de 1597. Et à partir de là, vraiment, eh bien, toutes les rentrées annuelles sont suivies. Ce sont des morceaux oratoires, vraiment de beaux morceaux oratoires, de belles compositions que l'on vient écouter pour le plaisir, mais également aussi pour le contenu, comme on le fait pour la prédication chrétienne. Vous l'avez bien compris ici. Là aussi, une telle prise de parole, et plus encore au prétoire, lorsqu'on est au procès,
dans un procès demande une véritable professionnalisation, demande également un lieu dédié que l'on appelle le prétoire ou que l'on va appeler le tribunal bien sûr. Et comme il y a une petite architecture étudiée dont je reparlerai tout à l'heure et qui est plus basse, hein, vous verrez que l'architecture un petit peu religieuse, eh bien on va la qualifier de barreau, hein, du nom de cette barre sur laquelle on peut mettre la main, une forme de reposoir, mais ce qui permet d'avoir une gestuelle et puis un petit mouvement contrôlé dans un espace qui est réservé ici. Donc vous voyez, chaque prédication, chaque prédicateur, chaque éloquent, chaque locuteur a finalement un lieu qui lui permet d'être installé et de pouvoir déployer l'ensemble un petit peu de son travail. Alors là aussi, un petit mot pour vous dire que les avocats possèdent des grands maîtres. Le premier s'appelle justement Antoine Lemaître. Il est bien connu parce qu'il rentrera plus tard à Port-Royal, il abandonnera totalement la magistrature et ce sera un choc pour l'État en disant on perd un des meilleurs. Et puis d'autres comme Patru, dont je reparlerai également, qui sont vraiment des figures tout à fait essentielles de l'art du barreau. On va les rééditer, on va les suivre jusqu'au début du XXe siècle, pour vous dire à quel point ce sont les Bossuet ou les Bourdaloue un petit peu du barreau aussi. Alors ce qui va m'intéresser maintenant, après vous avoir montré donc ces deux éléments, vous avez vu qu'il est incontestable que les cérémonies de la parole sont omniprésentes dans l'espace public. Elles sont commentées, elles sont suivies, elles sont à succès. J'aurais dû, ça me revient un petit peu à l'esprit aussi, peut-être être plus honnête et vous dire qu'il existe d'autres prises de parole, des harangues municipales, des harangues politiques, des harangues scolaires. Donc on parle partout. La prédication, l'art oratoire est vraiment absolument partout présent. Il est une manière de gouverner, une manière de guider la société et les individus et de soigner évidemment certaines professions, certaines prises de parole. Alors ce qui va m'intéresser, c'est de vous parler donc en 3 temps. Le deuxième sera peut-être un peu plus long que les autres, mais vous verrez, ce sera terminé pour 45. Donc en 3 temps, le premier qui est l'affrontement des éloquences, on va faire un petit peu le constat. Qui est le meilleur orateur? Donc on les affronte, on les confronte. Andrea le disait dans sa présentation, elle a bien raison. Le deuxième point pour vous montrer qu'il y a des synergies qui existent, mais en même temps des différences, et qu'il faudra faire donc le lien et la part entre chacune de ces choses-là. Et enfin, au final, j'essaierai de vous montrer que de tout cela ressort une nécessité qui est celle d'améliorer un petit peu l'éloquence judiciaire. Ce sera donc mon 3e temps. Le premier temps, et là le PowerPoint est en état, c'est l'affrontement des éloquences. Et donc il faut poser ici un constat. Parce que ces deux éloquences procèdent, vous voyez bien, d'une logique semblable. Elles ont un même but, c'est emporter la décision, convaincre un auditoire. Elles doivent également affirmer un discours de vérité. Et l'une comme l'autre, dans des domaines différents, sont là pour administrer la preuve. C'est important, bien sûr, dans un procès. Mais c'est important également dans une prédication chrétienne qui a pour but d'amener les gens vers les preuves et le chemin de leur propre salut, pour qu'ils puissent avoir un au-delà. Donc, beaucoup de choses sont communes ici. Cependant, il existe des différences. La première d'entre elles, pour faire court, la prédication est un outil de communication au service des églises et au service donc de celui auquel elles doivent mener, au service de Dieu. Alors que de l'autre côté, la plaidoirie est au service de la justice et donc elle aussi au service de l'institution pour laquelle elle la rend, c'est-à-dire le souverain, c'est-à-dire l'État. Donc Dieu et l'État. Au fond, normalement, les deux sont tellement différentes que leur complémentarité devrait sauter aux yeux et les deux territoires devraient être bien démarqués sans que l'on ait de risque de s'empiéter ou de se mordre un petit peu le nez. Et pourtant, malgré cette idée de complémentarité, on ne cesse de les comparer et de les confronter. Lorsqu'on parle de l'une, on songe immédiatement à l'autre. L'un des témoignages les plus intéressants sur ce réflexe de penser à l'une et de convoquer un petit peu l'autre se trouve notamment dans le célèbre livre, célèbre pour moi, un spécialiste du XVIIe siècle, de Jean de la Bruyère, qui est le livre des caractères. Donc les caractères de Théophraste, c'est un livre qui date des années 1680, et à l'intérieur de ce livre, il y a un chapitre entier que le moraliste va consacrer à l'art de la chair, pas à l'éloquence, mais à la chair, pour bien vous dire que celle-ci lui semble premier à son esprit. Et lorsqu'il parle de la chair, il en parle beaucoup, mais il parle également de l'art du barreau par détour,
pour mieux pouvoir toucher les prédicateurs, il va parler de leurs rivaux ou de ceux qui travaillent à ses côtés. Et vous voyez, à un moment notamment, il est là pour les gratter un petit peu, pour les vexer, pour leur dire, vous faites mal votre travail, vous êtes devenu plus spectaculaire, vous êtes devenu mondain, vous faites carrière, vous avez oublié votre objet initial. Et à un moment, il leur dit, les avocats sont meilleurs que vous. J'ose dire qu'il est dans son genre, l'avocat, ceux qui étaient dans le leur, les premiers hommes apostoliques. Souvenez-vous, je vous avais parlé de l'apostolat, faire comme les apôtres. Donc les prédicateurs ne seraient plus des hommes apostoliques, ceux qui travaillent bien, sérieusement, et donc qui sont reconnus, ce seraient plutôt les avocats. Je ne sais pas s'il le pense, mais en tout cas, il est là pour piquer un petit peu, donc je l'ai dit, les prédicateurs. Et voilà comment il les reprend. L'avocat plaidant aurait une qualité importante. Cela étant, ça reste extrêmement limité, parce que dans son esprit, il y a une éloquence sacrée, le terme de sacré n'est pas neutre, et puis il y a une éloquence qui ne l'est pas, que l'on qualifie parfois de profane, que l'on qualifie surtout du barreau, mais si elle n'est pas sacrée, c'est qu'elle n'a pas, dans cette hiérarchie implicite des rhétoriques, elle n'a pas exactement la même place. Et c'est très important parce qu'on est dans une société d'ordre, et une société d'ordre eh bien, est ordonnée, évidemment, comme son nom l'indique, et les matières qui sont abordées en chaire sont jugées prépondérantes par rapport à toutes les autres, et notamment à celles qui sont abordées dans les prétoires. Ben, s'il y a ici des auditeurs qui connaissent les prétoires, ils ne seront peut-être pas forcément d'accord. En tout cas, la question qui est posée, c'est laquelle de ces deux éloquences pourrait prétendre au XVIIe siècle au titre de la plus éminente. C'est une question posée notamment par l'historienne du droit Diane Dutton dans un livre qui s'appelle Le plaidoyer à l'âge classique. Alors à dire vrai, l'affaire semble tranchée et on en trouve de très nombreuses confirmations un peu partout. Mais un exemple très significatif se trouve dans les travaux qui ont été faits par une académie qui est une des académies nées au XVIIe siècle. Évidemment, la plus prestigieuse, c'est l'Académie française. Il en existe plein, une sorte de maquis, de terreau associatif, un peu comme ça, d'académie, et c'est l'Académie des orateurs que l'on doit au sieur de Richesource, lui-même orateur et lui-même écrivain. Je vous en redirai quelque chose. Cette académie n'est pas une petite chose, puisqu'elle est protégée par l'État, elle est même parrainée par Colbert. Alors avec le petit encadré que vous voyez ici, parce que les conférences académiques vont être publiées, le nom qui apparaît, c'est celui de Fouquet. Donc Fouquet va rester en place jusqu'en 1661, l'Académie existe déjà, et vous savez que Fouquet va être chassé par Colbert du pouvoir à partir de cette date, et donc Colbert va devenir le protecteur. Alors c'est une académie donc protégée, et son but, c'est d'essayer de fabriquer des professionnels de la conviction, de fabriquer des professionnels un petit peu de l'éloquence. Et c'est très important, on a retrouvé environ 88 manuscrits ou textes imprimés qui racontent un petit peu des rendez-vous et des séances qui ont été organisées. Et il y en a une en 1664 qui est assez intéressante. C'est une question qui est posée par Maître Tarnot pour discuter une affirmation. L'affirmation est la suivante: si l'éloquence de la chaire est plus difficile que celle du barreau, est-il plus difficile, donc plus prestigieux, de prêcher en chaire que de prêcher, si j'utilise ce terme, ou de faire une éloquence depuis le barreau à l'occasion d'une plaidoirie? Alors cette question est posée par un avocat et elle a pour but d'interroger la meilleure des éloquences, la sacrée, pour voir, essayer de promouvoir un petit peu la petite dernière, sa petite sœur qui vient d'arriver, celle du barreau. Alors il y a, comme le veut la règle, plusieurs débatteurs. Ici, 4 débatteurs qui ont 6 semaines pour préparer leur argumentation. Ils ne sont pas vraiment connus, sauf 2 d'entre eux. Le premier, vous le voyez, son nom, c'est Thierry Aliès, avocat du barreau de Paris, et le second est connu, alors il est connu ici par un pseudo, c'est Cherlif, mais ce pseudo est connu des spécialistes, donc je n'ai pas le temps de vous dire comment on le connaît, et il s'agit d'Esprit Fléchier, qui est un jeune religieux très ambitieux, monté à Paris pour faire une grande carrière. Il fera une grande carrière dans l'Église et il rentrera à l'Académie française, ce qui ne sera pas le cas de Thierry Aliès, par exemple, quelques années plus tard. Donc on a ces 2 personnes-là. Au terme du débat, il revient à l'organisateur, Richesource, de donner la leçon définitive, ce qu'on pourrait appeler donc la leçon du maître. Alors, elle était normalement présente ici, mais je ne le dirai plus, mais à l'enregistrement, il y a vraiment des éléments qui ont
qui ont sauté. Je pourrais vous faire parvenir une version qui sera entière un peu plus tard, éventuellement. Et Riche Source va donc faire la synthèse. Et pour faire sa synthèse, il va d'abord s'appuyer sur un premier orateur, le premier orateur des quatre. Celui-ci avait en effet dit qu'il y avait un usage fâcheux. Cet usage était de scinder l'éloquence en deux, donc organisé pratiquement comme un schisme, qui est un terme religieux, et que ce schisme la partagerait entre profanes et en sacré. Et pour Riche Source, c'est vrai qu'elles sont différentes, mais pourquoi insister sur ce qui divise alors qu'on devrait plutôt insister sur ce qui unit, sur ce qui rapproche? Alors sa leçon, sa conclusion finale va être celle-ci, c'est de montrer que les deux servent le même art de la persuasion et que les deux exercent une fonction sociale régulatrice. Et dans une société comme celle du XVIIe siècle qui a une peur viscérale du désordre, les bons orateurs, d'où qu'ils viennent, permettent d'ordonner à la fois les cœurs et les esprits. Mais en même temps, et j'insiste dessus, le même homme considère quand même qu'il y a un petit retard dans l'éloquence du barreau, et j'en parlerai beaucoup dans la deuxième partie. Et en même temps, il est déçu parce qu'il ne peut pas toucher tout le monde. C'est un problème qui se pose souvent aujourd'hui. Il suffit de discuter avec des avocats, des bâtonniers ou autres. Ils vous diront qu'il y a quand même beaucoup de jeunes avocats qui ne font pas l'effort de venir aux formations qu'on assure pour eux. C'est déjà le cas, un peu au XVIIe siècle. Dans l'Église, on n'a guère le choix. Du coup, il va prolonger un petit peu ces choses-là par la publication de livres également. Un livre d'éloquence sur la rhétorique des prédicateurs, suivi 3 ans plus tard par un livre d'éloquence sur la rhétorique du barreau. Donc il essaie de défendre tout en même temps. Il n'empêche que même s'il défend tout cela, c'est le deuxième point, il y a toute une série de différences sur lesquelles il faut insister et sans éliminer ou sans gommer pour autant des points communs. C'est ce que j'appelle entre synergie et différence. En effet, si les éloquences sont à ce point proches, si elles se ressemblent, si elles servent toutes les deux les sciences humaines et politiques et les sciences essentielles comme les sciences du salut, dans le fond, pourquoi les opposer en permanence? Alors, il y a beaucoup de raisons, et ces raisons, je vais les détailler, mais elles sont un peu exagérées et j'aimerais commencer par quelque chose qui n'est pas souvent développé, qui est insister sur leur synergie. Leur synergie, en effet, c'est un inventaire de dénominateurs communs relativement facile à faire, hein, tellement il y a de choses. Alors, que peut-on dire? Eh bien qu'on trouve chez l'un comme chez l'autre la même visée instructive. On trouve chez l'un comme chez l'autre également la même culture des anciens, plongeant notamment ses racines dans l'enseignement des humanités. La Renaissance, c'est le triomphe des humanités, les collèges enseignent les humanités, les universités aussi. Par exemple, tout le monde se réfère à celui qui est regardé comme étant le maître de l'éloquence sous l'Antiquité, c'est Quintilien. Un Quintilien, maître de grammaire, maître d'éloquence et de rhétorique, à côté de Cicéron, qui est l'orateur par excellence. Mais voilà, mais ce n'est pas un grammairien, Cicéron. Donc, on a cette même culture. On a également une même volonté d'avoir un lieu dédié à l'intérieur, hein, que ce soit la chaire à prêcher ou que ce soit d'un autre côté, vous avez vu, le barreau. Pourquoi? Parce qu'un lieu dédié, reconnu, où on va parler avec autorité, c'est un lieu dans lequel ne peut entrer qu'une personne autorisée. L'accès est réservé. Et quand on est à l'intérieur de ce lieu, eh bien, on parle au nom d'une autorité. On exerce un magistère, on parle en maître. Voilà un point essentiel. Ils ont également la même obligation de songer à un public, à un auditoire. On ne peut pas parler comme ça gratuitement, il faut vraiment avoir une visée et toucher les gens. Ils respectent les mêmes règles de la rhétorique classique éloquente. Ils ont la même nécessité également de former leur personnel et de s'exercer. Ils ont les mêmes durées, ou à peu près, la norme étant autour environ d'1 heure, un peu moins, un peu plus, il y a des sabliers qui sont utilisés pour cela. Et voilà, on peut avoir à peu près les mêmes formats. D'ailleurs, souvent, et vous voyez les titres donnés ici, je ne vais pas revenir sur tous ces auteurs, mais certains écrivent pour les deux en même temps. Gabriel Guéret est un avocat, mais il écrit des entretiens sur l'éloquence de la chaire et du barreau. L'abbé de Bretteville est un ecclésiastique, mais il écrit une éloquence de la chaire et du barreau, et sur les principes plus solides de la rhétorique qui leur est commune, qu'elle soit sacrée ou profane. Plus intéressant, l'avocat Jean-Richard lui fait le chemin un petit peu inverse. Bretteville vient de la chaire pour parler du barreau, Jean-Richard, lui, vient du barreau pour parler de la chaire. Alors, une de mes collègues, Isabelle Briand, a dit de lui qu'il prêcha toute sa vie. Et attention, c'est un avocat, non pas dans les chaires,
où son état ne lui permettait pas de monter, mais par écrit. Et en effet, il va composer des recueils de discours moraux, de sermons pour l'Avent et pour le Carême, de panégyriques, donc pour les fêtes des saints, voire de conseils pour faire des oraisons funèbres, qui sont des devoirs également qui incombent aux ecclésiastiques ici. Et voilà, il écrit pour eux, il est partout présent, on le voit même apparaître dans le dictionnaire des prédicateurs au XVIIIe siècle, mais il n'est pas prédicateur. Simplement, vous voyez qu'il y a vraiment des points communs. Enfin, le dernier, Michel, et pas Micheleux, hein, le faucheur, lui a écrit un traité de l'action de l'orateur, c'est un pasteur calviniste, et on sait que son traité, destiné à des protestants, est lu par les catholiques, mais les spécialistes de Michel le Faucheur disent qu'il est également lu bien au-delà du clergé, et elle pense, notamment cette historienne, qu'il est lu également donc du côté des avocats. Voilà un petit peu pour cela. Donc il y a des points communs, il y a vraiment des points communs. Mais en même temps, il y a de grandes différences, et je vais faire un deuxième temps sur ces différences-là, parce qu'on les distingue. Et il y a notamment, dit-on, cette différence essentielle que l'éloquence de la chair tend principalement à toucher le cœur, au lieu que l'éloquence du barreau a pour fin particulière de persuader l'esprit. Donc la différence, c'est que l'éloquence de la chair pénétrerait à l'intérieur même de la conscience et toucherait l'âme et le cœur de la personne. L'éloquence du barreau va persuader l'esprit, elle veut titiller les oreilles, l'intelligence, mais pas forcément l'intelligence de cœur. Donc il y aurait ici deux objets un tout petit peu différents. Alors, je vais m'appuyer un petit peu sur cette différence-là qu'on trouve chez La Bruyère, c'est le cas, chez Bretteville, chez Richesource, que je viens de vous citer, et donc essayer de développer un peu ce point-là très brièvement avant d'aller vers ma troisième partie qui sera plus courte. Alors pour cela, en effet, on peut revenir notamment à l'Académie des orateurs et à la fameuse leçon ou rendez-vous qui date de 1664. Et là, vous verrez que dans ce débat à quatre, parfois on exagère un petit peu les différences. Bon, c'est de bonne guerre, c'est un procédé oratoire classique, ce qu'on appelle des ruses de langage, des petites malhonnêtetés par moment, mais ces procédés ont pour le but de faire triompher son argumentation. Donc tant pis si on a utilisé un moyen un petit peu perverti, mais on aura atteint un petit peu son but ici. Pour le reste, les différences, on peut les voir du côté de la formation, de l'acte oratoire et de la réputation. Le premier point à regarder brièvement, c'est la formation des orateurs. Alors, les débatteurs, en 1664, à l'Académie des orateurs, nous disent que c'est très difficile pour un avocat de se former. C'est long et douloureux, c'est quasiment comme un chemin de croix, parce qu'il leur faut en effet additionner les années d'études en droit, puis il faut attendre des années simplement à observer dans les coursives en attente avant de pouvoir finalement exercer et être autorisé à s'exprimer dans une plaidoirie. À tel point, disent-ils, qu'un avocat ne débute sa carrière que vers 30 ans, un orateur chrétien la débute vers 25 ans. C'est pas faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Sans remettre en cause le schéma, l'historien que je suis est obligé de dire qu'il faut le nuancer un petit peu parce que du côté également des orateurs chrétiens, il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase où on est au service un petit peu des autres et où finalement on ne peut pas prêcher tout de suite des grandes stations. On peut prêcher des petites choses, mais comme de même, on ne peut pas prêcher un grand procès donc pour un avocat. Qui plus est, la formation de l'orateur chrétien est longue. Il y a la théologie, beaucoup d'éléments comme ça. Donc, il est quand même très rare de voir quelqu'un prêcher dès l'âge de 25 ans. Justement, c'est les Bossuet, les François de Sales dont je vous parlais tout à l'heure, mais ce sont des exceptions. Simplement, les exceptions ne peuvent pas tout expliquer. C'est un petit peu là. Le deuxième point, c'est l'inégalité du traitement qu'il y aurait dans l'exercice du métier. Et là, on parle presque en termes de pénibilité du travail, un peu comme aujourd'hui. Alors, le prédicateur, il aurait tous les avantages. Il a du temps libre devant lui pour préparer ses morceaux de bravoure, car il vit dans une semi-oisiveté. Il a une liberté qui est nécessaire pour avoir le temps de préparer. Et il dispose de toute la documentation qu'il veut à portée de main dans des bibliothèques bien fournies, celles des couvents ou des paroisses, ou bien il a des recueils imprimés ou manuscrits qu'il a sous la main. Donc, il peut prendre finalement des sermons déjà prêts à être prononcés, sans faire un très gros effort. Alors que de l'autre côté, ce serait un peu différent parce que l'avocat, lui, est démuni. Il n'a pas vraiment beaucoup de sources disponibles. Il ne trouve pas des arguments décisifs à portée de main comme ça. Il n'y a pas les glorieux anciens qu'il peut consulter parce qu'une affaire n'est pas forcément aujourd'hui comparable à celle qu'il y avait avant et puis le droit a évolué. Alors que finalement, la théologie, les Écritures, la théologie évolue, mais les Écritures restent les mêmes. La Bible
a le même contenu depuis qu'elle a été délivrée. Du coup, il aurait beaucoup plus de difficultés. Le prédicateur, il prêche très tranquillement, avec quiétude, comme ça, hein, sans trop de difficultés, depuis un lieu surélevé, c'est la chaire à prêcher. Donc il monte, tout le monde le voit, tout le monde regarde, tout le monde l'entend. Et là, presque entre ciel et terre, il peut parler en étant écouté et en étant quelqu'un qui parle vraiment avec autorité. Et il parle dans un silence quasiment de cathédrale, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, même si ce n'est pas une cathédrale, dans un silence religieux et on le suit. Il n'a pas de contradiction. Il parle à la rigueur, si on n'aime pas la forme, eh bien, on se lève et on part. Et si on n'aime pas la forme, on peut toujours se rassurer en se disant que le fond est assez intéressant ici. Alors que de son côté, l'avocat, c'est pas tout à fait la même chose. Non seulement il n'a pas les mêmes loisirs, il souffre, mais en plus, il parle d'un lieu bas. Il est vraiment à hauteur des autres. Et en étant à hauteur des autres, comme on peut le voir un petit peu ici sur les images, en étant à hauteur des autres, il a une parole d'en bas, ce qui fait que sa voix doit s'élever. Pratiquement, il doit avoir des paroles ailées qui doivent aller chercher l'oreille, s'occuper des jurés. Il y a le public derrière, évidemment. Donc ici, ce sont des images de Daumier bien connues sur un procès d'assises. On est à la fin du 19e siècle, je n'en ai pas trouvé pour le 17e. Excusez-moi ces périodes trop contemporaines sur l'image. Mais voilà, il y a donc des différences majeures, très très importantes. Qui plus est, dès qu'il a fini de plaider, il doit peut-être plaider une autre affaire dans la journée. Et puis, comme le dit la Bruyère, sa maison n'est pas un havre de paix préservé parce que finalement, il y a toujours des personnes qui viennent le voir. Il est embêté pendant sa préparation, sa maison est ouverte. Il ne peut pas dire non, un avocat, il a besoin aussi de faire des affaires. Donc, il y a évidemment des risques ici. Donc, il y aurait des inégalités profondes. Et l'inégalité serait d'autant plus profonde que pour essayer de briller, l'avocat devrait en rajouter, en surajouter, notamment faire ces fameux effets de manche que l'on voit. Vous voyez sur les représentations ici, les manches ne sont pas comme aujourd'hui. Elles n'avaient pas des boutons qui allaient jusqu'au bout, ce qui faisait qu'on pouvait avoir des effets de manche et on faisait claquer comme ça ces manches. On pouvait réveiller un auditoire, un juré, et jouer un petit peu avec des trémolos dans la voix, des sanglots ou autre, et puis d'un seul coup, hop, un bel effet de manche, et la chose repartait. Donc il y a cela, et ce sont des exagérations qui existent également du côté des prédicateurs. Alors au total, et malgré les nécessaires nuances, on pourrait dire que le succès garanti et constant des orateurs chrétiens porterait ombrage à la pratique de leurs collègues juristes, ils les domineraient. Mais dans l'autre sens, les avocats influenceraient également négativement les premiers, avec leurs moindres exigences. La Bruyère, qui n'a pas beaucoup d'intérêt dans cette affaire, confronte les éloquences. Et il regrette que l'éloquence profane inspire l'éloquence sacrée. Vous voyez ici, elle est transposée, pour ainsi dire, nous dit-il, au barreau, où le maître, Pucelle et Fourcroy, deux autres noms, l'ont fait régner, et où elle n'est plus d'usage à la chaire où elle ne doit pas être. Donc l'on fait et assaut d'éloquence, écrit-il, donc l'on fait assaut d'éloquence jusqu'au pied de l'autel et en la présence des mystères. Ce sont de vains discours, des paroles perdues. Le temps des belles homélies, la prédication sacrée n'est plus. Les basiles, les chrysostomes ne la ramèneraient pas. Quelque chose s'est perdu. Vous vous souvenez qu'il disait que au moins les avocats, eux, seraient un petit peu des apôtres, des pionniers un petit peu dans leur domaine ici. Alors s'il nous dit ça, en même temps, la Bruyère n'est pas prêt à considérer que la magistrature et l'éloquence judiciaire aient pris le pas sur l'éloquence sacrée. Et il termine là-dessus. Quand on a ainsi distingué l'éloquence du barreau de la fonction de l'avocat et l'éloquence de la chaire du ministère du prédicateur, on croit voir qu'il est plus aisé de prêcher que de plaider et plus difficile de bien prêcher que de bien plaider. Donc il est plus aisé de prêcher que de plaider. Ok, il y a une pénibilité, mais bien prêcher, c'est beaucoup plus difficile que bien plaider. Donc la hiérarchie reste un peu en place. Alors ceci m'amène à ma troisième partie qui va être relativement courte. Je déborderai peut-être de 5 minutes, Andrea, mais bon, vous mettrez une note un peu plus basse, comme je fais habituellement dans ces cas-là pour vous. Voilà donc, troisième temps, c'est la nécessité de promouvoir l'éloquence judiciaire. Ça, c'est vraiment une obligation. Et c'est pour cette raison que l'on va faire plusieurs choses. La première chose, ça va être de mettre à disposition des jeunes avocats des plaidoiries, des harangues et des discours judiciaires et politiques que l'on doit à Lemaître, que l'on doit à Patru et à tant d'autres personnages qui sont considérés comme étant vraiment des modèles à suivre
ou là en tout cas que l'on va proposer comme modèle aux jeunes avocats. Alors comme on fait pour les bons orateurs, on va rassembler tous les documents, manuscrits, des notes d'auditeurs, et on va tenter de les imprimer. C'est une démarche qui est importante pour les avocats parce que quand c'est imprimé, ils les auront dans leur cabinet et ils pourront éventuellement donc s'en servir pour la préparation de quelques formules oratoires pour les procès. Ils mettront les arguments d'actualité, ils se serviront de l'éloquence un petit peu héritée des autres. Puis c'est important pour nous aussi, historiens, parce que dans le fond, vous savez, les oralités posent un problème, c'est qu'une fois que les choses sont prononcées, avant la conservation audiovisuelle, elles sont perdues. Pour les textes qui ne sont pas imprimés, ben, on n'a plus rien. Étudier les oralités, c'est quasiment une histoire muette, c'est un comble, alors que les gens parlaient. Parce qu'on ne peut pas revenir dans le temps ancien et écouter, comme on peut écouter un discours de Malraux ou d'autres discours politiques, ou la très longue, par exemple, la très très longue plaidoirie de Jacques Vergès au moment du procès Klaus Barbie, qui n'était pas une plaidoirie en faveur de Barbie, bien sûr, mais plutôt une plaidoirie avec laquelle l'avocat se défendait de devoir faire cela, mais il exerçait un petit peu son métier. Donc, heureusement qu'il y a ces textes. Et ces textes sont utiles, vous voyez, aux avocats en formation au XVIIe siècle. Rendre les textes accessibles, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, il y a une source sur laquelle je vais terminer, c'est la source que l'on doit à Jean-Baptiste Boursier de Villers. C'est un avocat général qui exerce à la Cour souveraine de Nancy au moment du retour des ducs en Lorraine en 1698. C'est le retour de Léopold, le duc Léopold. Et il exerce chaque année en tant qu'avocat général. Il doit faire la rentrée de la Cour souveraine et c'est lui qui fait donc la fameuse harangue ici. Et vous voyez, le tableau est petit, mais chaque année, il y a un thème différent qui est donné. Et chaque année, on invite les jeunes avocats, les jeunes magistrats à venir et chaque année, on se plaint qu'ils ne viennent pas forcément. Mais je disais, c'est peut-être un problème qui demeure encore aujourd'hui. En tout cas, évidemment, dans ces harangues, il va très souvent parler du devoir de l'éloquence et la nécessité de l'élever à un niveau aussi important que l'éloquence de la chair. Il y a notamment le discours de 1708 qui est intéressant parce qu'il aborde cela, mais il n'aborde pas une comparaison comme on le faisait habituellement. Il parle de l'éloquence du barreau. Plus besoin de la comparer à d'autres, enfin, presque plus. Mais en tout cas, elle existe pour elle-même. On ne va pas la reprendre donc en permanence ici. Et là, il va développer toute une série d'arguments. Alors, je vais les résumer. Son premier argument, c'est d'insister pour dire qu'il existe une tradition politico-judiciaire de l'éloquence, autonome de l'éloquence sacrée, et qui en plus serait plus ancienne, avant même les saint Paul, les saint Augustin, les saint Jean Chrysostome, etc. L'avocat peut en effet sans rougir revendiquer l'héritage des barreaux d'Athènes et de Rome, qui ont été, là je le cite, les plus florissants de tout l'univers et qui ont produit les plus grands et les plus célèbres orateurs. Et il cite Périclès, Platon, Xénophon, celui qu'on appelait l'abeille d'Athènes, parce qu'on estimait qu'il avait du miel qui coulait de ses lèvres. Il continue, Lysias, Isocrate, bien sûr, l'incomparable Démosthène, qui est le prince des orateurs grecs. Pour Rome, la liste est plus courte, mais il y a Caton, et puis bien sûr, il y a Cicéron, dont les lauriers ont été remportés dans ce champ glorieux de l'éloquence, ajoute-t-il. Tout le monde cite Cicéron, même les orateurs chrétiens doivent reconnaître que Cicéron est important. Remarquons au passage qu'il ne cite pas du tout les grands avocats, plaideurs du XVIIe siècle, les Lemaître, les Patru. Il n'en a pas besoin. Peut-être qu'il sent qu'il pèserait moins que les Bossuet ou les Bourdaloue. Du coup, il va chercher des références plus anciennes pour dire nous, on a vraiment une filiation beaucoup plus importante ici. Plus intéressant, deuxième point, et il veut également faire une affirmation avec le vocabulaire. Et il va prendre un vocabulaire qui est choisi, mais à bon escient, pour motiver les troupes et puis pour leur dire, vous voyez que vous êtes des grands éloquents aussi. Ce vocabulaire, c'est reprendre le vocabulaire religieux. Il compare les hommes de loi à des prêtres. Il parle de sacerdotalisation du métier de magistrat. Il dit également qu'il prêche depuis un lieu sacré, celui où se donne la justice, c'est le tribunal, et qu'on rentre de ce tribunal en franchissant la porte du sanctuaire, où l'on peut voir se dérouler un rituel solennel et quasi religieux du palais. Vous voyez, tous ces termes ne sont pas du tout anodins. Il parle même à un moment de divins mystères qui sont prononcés. Ce ne sont pas les mystères de la foi, ce sont les mystères de la justice et de la vérité un petit peu humaine.
Dans le fond, en parlant quasiment de vocation, en élevant par les mots l'avocat à la hauteur du prédicateur, la justice à la hauteur du dogme, le monde des officiers de justice à la hauteur finalement des prêtres, le droit civil et pénal à la hauteur de l'Église et du droit canon, le doute n'est pas permis. Il cherche vraiment ici à faire une promotion considérable un petit peu de cela. Les autres conseils qui sont dispensés sont des conseils pour la bonne tenue des discours. Ce sont les mêmes que l'on trouve d'ailleurs pour les prédicateurs. En effet, on dit que souvent, un art d'éloquence, c'est un chant quand même qui est parsemé de ronces et d'épines. Donc, on risque de mal faire, de se blesser et de blesser les autres par des mauvais propos aussi. Du coup, il faut éviter deux choses. La première chose, c'est éviter l'invective. L'invective, ou si vous préférez, l'injure. Un poison, c'est la langue, dit-il, trempé dans l'absinthe, comme on peut tremper de temps à autre, vous savez, une plume dans le vitriol, quand on veut dire quelque chose de mal à propos d'une personne. Un portrait au vitriol ou une langue trempée dans l'absinthe, c'est la même chose. Donc on n'a pas le droit de le faire. Ça peut desservir la cause. La deuxième chose, c'est la prolixité ou la longueur excessive, avec notamment un amas ennuyeux de citations, notamment de citations peut-être qui ne seraient pas forcément en français. Alors il en avertit les avocats en 1708, mais il les avertit, les jeunes avocats, avant et après aussi. Et à un moment, quand ils font des petits progrès, il leur dit « Très bien, vous respectez, vous avez pris des bornes raisonnables ». Et puis l'année d'après, il dit « Ben non, on m'a rapporté que ça se passe mal, l'exercice de la plaidoirie », donc il revient un petit peu dessus. Mais vous voyez, le but est vraiment d'encourager systématiquement. Alors je vais conclure donc en 2-3 minutes pour dire peut-être deux choses. Voilà, la conclusion apparaît. La première chose, c'est une citation du jésuite Rapin en 1670. C'est donc un homme qui correspond aux périodes qui m'ont intéressé, ce sont les années 1650 jusqu'à 1710 à peu près, donc on pourrait dire le règne de Louis XIV. Et Rapin affirme la chose suivante. L'éloquence, au XVIIe siècle, peut régner partout quand elle est véritable et qu'elle a de qui se faire écouter. Donc elle peut régner partout. Il est donc légitime d'avoir plusieurs éloquences, une sacrée, une profane, une politique. Il faut qu'elle soit véritable parce qu'elle administre la preuve, elle sert la vérité, et qu'elle ait de qui se faire écouter, des publics qui viennent écouter pour sauver, pour obtenir leur salut, pour obtenir l'au-delà, ou bien des gens qui viennent entendre le règlement d'une affaire, qui veulent entendre la justice passer par la voix d'un avocat ou d'un procureur là-dessus. Évidemment, l'un des deux ne va pas forcément défendre la bonne cause, ce qui pourrait être une autre limite dans cet exercice. Mais vous voyez, même si les objets sont distincts, il se passe quelque chose, on peut vraiment parler de promotion et d'omniprésence de la rhétorique et de l'éloquence au XVIIe siècle. D'ailleurs, c'est ce qu'on enseigne le plus. Pour faire carrière, il faut maîtriser la rhétorique. C'est vraiment très important. On comprend donc mieux pourquoi on les compare au fur et à mesure. Et avec la Révolution française, l'entrée de pratiques plus démocratiques, on comprend pourquoi un troisième orateur, l'orateur politique, entrera un petit peu dedans. Et d'ailleurs, c'est le deuxième et dernier point de la conclusion, donc après une conclusion fermée, une conclusion un peu ouverte, c'est lié au fait que désormais, il semble y avoir plutôt une mise en accusation de l'art de la chair, de l'éloquence de la chair. Comme si on lui disait, c'est à vous de prouver que vous êtes une éloquence de qualité, alors qu'au XVIIe siècle, c'était le contraire. C'était l'éloquence du barreau qui devait prouver qu'elle était à la hauteur de sa rivale. Ici, les choses ont tourné, elles ont bien tourné. Alors, il y a un très beau site d'histoire du droit qui s'appelle Criminocorpus, que ceux d'entre vous qui font des études en histoire du droit connaissent peut-être, et qui donne toute une série d'imprimés de discours du XIXe siècle, dans lesquels on voit que l'éloquence judiciaire, l'éloquence de l'avocat, plus sûre d'elle maintenant, eh bien, donne un peu des leçons et oblige les autres maintenant à se défendre, comme l'avocat devait se défendre au XVIIe. Et il y a notamment un écrivain plutôt proche de l'évêque de Troyes, qui s'appelle Amédée Gaillot, en 1862, qui va essayer de se défendre des accusations. Et je lis ça pour terminer. Il constate que la raison de la dévalorisation de la parole religieuse, donc de l'éloquence sacrée, qu'on en donne, c'est que l'orateur sacré parle sans contradicteur. Il se meut, dit-on, dans un cercle tracé à sa guise, dont il a eu soin d'écarter d'avance toute difficulté et tout obstacle. Il est sûr de la docile approbation de son auditoire. S'il est mécontent de la forme, il se console par le fond. Il ne saurait trouver de ces mouvements imprévus, de ces éclairs soudains, de ces péripéties saisissantes qui naissent des incidents orageux de la tribune ou de l'audience. Il reprend ici donc les accusations
qui étaient déjà formulées au XVIIe siècle, mais qui n'avaient pas d'écho. Désormais, elles ont un écho important. Dans le fond, la partie serait perdue, la revanche historique serait prise au XIXe siècle, le remplacement serait réalisé. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que la prédication connaît également un renouveau, mais il est vrai que l'éloquence judiciaire, elle, connaît une forme de triomphe. Et puis, je dirais un dernier petit mot qui n'était pas prévu, pour vous dire à quel point aujourd'hui l'art de l'éloquence est devenu un élément vraiment primordial pour convaincre. À preuve, dans nos universités, dans nos facultés, les concours d'éloquence et les concours d'improvisation qui sont ainsi organisés un peu partout. Or, si l'improvisation est devenue aujourd'hui quelque chose d'important, elle n'était pas forcément conseillée au XVIIe siècle, ni dans l'éloquence du barreau, ni dans l'éloquence de la chaire. On conseillait plutôt d'écrire son texte, de l'apprendre par cœur et de le réciter pendant 45 minutes à 1 heure. Ça n'a pas été mon cas, je ne l'ai pas appris par cœur et j'ai même un petit peu dépassé. Voilà, j'en ai terminé, Andrea. Merci à tous, vous tous pour votre écoute. Et puis donc, je suis disponible, c'est ça, jusqu'à 9 heures Oui, pour oui. des questions. Bah, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais maintenant laisser la possibilité aux gens de poser des questions. Donc, soit vous le mettez dans le chat et je lis la question à Monsieur Simiz, soit vous demandez la parole et je vous la donne. J'en profite pour vous dire que j'ai mis dans le chat un bilan qui pourrait nous aider à nous améliorer si vous preniez le temps de le remplir. Première amélioration, changer les orateurs. Bah non, c'est déjà très bien. Vous êtes très bon Non, non, mais orateur. je ne parlais pas pour moi. Hein. Oh, pardon. Alors, ma pauvre, en tant que modératrice, vous allez être condamnée à poser la première question, peut-être la seule. Alors là, vous êtes bien amusé? Non, tout va bien, tranquillisez-vous, ça va. Non, non. Ouais. Personne n'a de questions du coup? L'art des comédiens a-t-il eu un impact sur l'art de l'éloquence des prédicateurs et avocats? Oui, on peut retourner la question en disant est-ce que les prédicateurs et les avocats sont des comédiens? Oui, bien sûr, on leur demande d'assumer ce rôle parce que la parole est une forme de théâtre. Donc, on est en scène. Je disais, l'architecture assez différente en haut ou en bas permet vraiment de vivre cette mise en scène. Oui, on doit être un comédien. Il faut pouvoir distraire, mais distraire utilement. La limite de cela, c'est que si l'on devient trop comédien, on risque de se prêcher soi-même. C'est-à-dire, on risque finalement de penser plus à soi. Et il y a beaucoup de prédicateurs et beaucoup d'avocats qui finalement sont trop heureux de prendre la parole pour eux-mêmes. Et le plus important, c'est qu'ils soient vus, c'est qu'ils soient entendus. C'est pas finalement le discours qu'ils sont en train de mettre en avant. Donc, on insiste des deux côtés dans les traités en disant qu'il faut respecter une certaine gestuelle, pas de gesticulation, il faut avoir un timbre de voix, il faut faire attention, et surtout, il ne faut pas s'emporter. Il faut rester dans son cadre. Il faut éviter on a beau être dans un théâtre pour la parole, on n'est pas au théâtre, on n'est pas dans un spectacle. Donc il faut être très très vigilant ici, et ce sont souvent les raisons pour lesquelles on peut interdire ou éloigner de la chaire ou du barreau quelqu'un qui finalement ne respecte pas les règles. À la rigueur, le meilleur discours possible, c'est celui dans lequel on ne remarque pas le prédicateur ou l'orateur. Rien de, on l'entend, on le voit, mais on est dans l'objet. On pense à autre chose. Sur la petite image que je vous montrais tout à l'heure, vous voyez le don des larmes ici, c'est cet avocat très connu, Charles Lachaud, qui passe vers l'avant et qui attire le regard vers cette femme qui est accusée de meurtre, sans aucun doute. Et je pense, parce que cette affaire est bien connue, il me semble que c'est une affaire de meurtre, et il essaie d'attirer une forme de compassion. Donc, les effets de manche, on est au théâtre. Mais aujourd'hui, la manche est cousue, donc il y a moins de possibilités. Et oui, il y a un rapport, il faut être comédien, mais pas trop.
Bah, merci. Est-ce que d'autres questions? J'ajouterai juste un petit point par rapport à ça. Normalement, on est au service de la cause que l'on défend, religieuse ou judiciaire, mais en même temps, on ne peut pas échapper non plus à l'actualité, notamment pour les prédicateurs, aux affaires des hommes. Et donc, très souvent, on peut reprocher à l'orateur de se perdre dans des discours à caractère un peu politique, dans des prises de position. Par exemple, au milieu du XVIIe siècle, il y a une crise politique importante qui est la Fronde. Et là, beaucoup d'orateurs se sont risqués parfois à parler de manière un peu injuste. Et ils ont oublié un peu leur devoir. Notamment, je me souviens d'un prédicateur, j'avais vu une source ici à Nancy. Au début de la Fronde, Nancy n'a pas de duc en résidence, elle est occupée par les forces françaises. Et à un moment, il prend la parole en disant « Tiens, on vient d'avoir des nouvelles de France, je devrais vous parler plutôt de telle lettre de Saint-Paul, mais je vais vous parler des nouvelles de France parce que il paraît que le roi et son ministre Mazarin auraient des ennuis. Alors je simplifie, hein. Tant mieux pour eux, on peut se réjouir de ces ennuis parce que finalement, ce sont des occupants pour nous. » Évidemment, il est dénoncé immédiatement au gouverneur français. Le lendemain, il vient pour dire « Non, non, on a sorti la phrase de son contexte, j'ai pas voulu dire ça du tout. » Et là, ça nous rappelle des choses très contemporaines. Donc, ces prises, normalement, de parole sont très calibrées, très bien organisées, mais parfois, on perd de vue l'objet initial et puis on se met en scène. C'est là que ça rejoint une forme de théâtralité aussi. Du coup, en attendant que... Ah, voilà. On vous fait un compliment en disant que c'était trop clair pour avoir des questions. Et on vous remercie de cette conférence. Très bien. Du coup, moi j'en profite si d'autres ont peut-être des questions au cas où, pour vous dire que la prochaine conférence aura lieu demain à 18h et sera faite par Franziska Fluck, docteur agrégé en études germaniques et en histoire à l'Université de Lorraine, qui parlera de l'image de la RDA dans les manuels scolaires en France d'hier et d'aujourd'hui. Allez-y. J'attends les questions. Je pense que tout le monde est en train de vous remercier, donc je pense que... Écoutez, c'est très bien. C'est moi qui vous remercie. Je vous disais pour la récréation parce que les colloques sont tous annulés. Le directeur que je suis pour peu de temps encore a annulé beaucoup de colloques et l'historien qui devait participer et faire sa petite tournée de voyage au mois de mai, juin, juillet habituellement est resté comme vous un peu confiné. Donc merci pour cette prise de parole. C'était un plaisir pour nous. Partagez. Attendez, une question, apparemment. Ah, au XVIIIe siècle, les corps de ville composés régulièrement d'avocats finançaient la venue de producteurs. Pouvaient-ils choisir les prédicateurs qui venaient prêcher dans les villes? Mettaient-ils en avant l'éloquence? Oui, voilà. Voilà, mettez-il en avant. Oui, c'est-à-dire est-ce que les autorités municipales et politiques, qui en général finançaient, c'est vrai, les prises de parole, avaient les moyens de choisir? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Le cas le plus connu, peut-être, je vais rester au XVIIe siècle et pas dans la région, c'est la ville de Dijon. Parce que Dijon, c'est une cité parlementaire, mais il n'y a plus de duc, évidemment, à Dijon. Il n'y a pas non plus je cherche mon mot, il n'y a pas d'évêque, parce que Dijon n'est qu'un diocèse tardivement au XVIIIe siècle. Du coup, la ville joue un rôle vraiment fondamental. Et elle peut inviter, et en tant qu'organisateur, en tant que financeur, ah, on n'a pas parlé de ce que vous devez me donner, c'est vrai, Pierre Tousneau devait me dire combien je gagnais ce soir, hein. Donc on verra, mais les organisateurs, en tant que financeurs, ils ont envie de choisir, et ils pouvaient réserver des orateurs importants, notamment ils avaient fait venir le grand François de Sales, et ça a été important dans la vie de François de Sales aussi, mais ils l'avaient réservé mais des années à l'avance. Ils lui ont fait un cadeau magistral qu'il a refusé, en disant « je ne viens pas là pour partir avec des objets d'or et d'argent ». C'est vraiment une fortune qu'on lui donnait, mais ça peut se faire, oui, tout à fait. Chaque pouvoir a la possibilité de faire peser son choix ou sa volonté dans un choix.
Voilà, bah écoutez, il est 19h, Oui, c'est voilà. question, Donc, c'est parfait. je suppose qu'il n'y aura plus de questions. Donc, Sinon, vous y répondrez vous-même. oh, voilà, j'ai pas les connaissances, je pense. Oh, bah, je vous donnerai quelques livres à lire. Et puis voilà, je suis vraiment désolé pour le PowerPoint. Vous voyez, il y a des choses qui ne sont pas apparues. Elles se sont mises, j'ai vu ça à la fin, beaucoup plus tardivement, sur des livres sur le prédicateur chrétien, sur Mm. l'histoire de l'éloquence. Voilà, il devait y avoir également les ténors du barreau et malheureusement, tout s'est déplacé. Je ne sais pas pourquoi. C'est en rentrant sur Zoom et je suis pas allé, j'ai Mm. pas eu l'occasion, l'idée d'aller voir après la conclusion. Non, bah, c'est pas dramatique. Je sais bien. On me prévient, Pierre Tousneau précise que la trésorerie de l'association ne permet pas de vous payer ce soir, malheureusement. C'est vrai? Bon. Très bien, Pierre. On en reparlera au moment de votre soutenance. Merci Bon, bah, vraiment beaucoup. Et puis, trêve de plaisanterie. Merci, mm. André. Merci à Histoire d'en Ouais. parler. Et puis, bon vent à vous et une bonne soirée à tous. Bonne soirée à vous. Au Au revoir. revoir.